Paul. Eh bien, bienvenue à vous toutes et à vous tous à Maignelet-Montigny, et puis bienvenue surtout à notre hôte de marque cet après-midi, au professeur Hubert Reeves. C'est une joie, c'est un honneur, c'est un plaisir immense de vous accueillir, professeur, ici dans cette salle Marcelleville à Maignelet-Montigny. Alors, qui accueillons-nous aujourd'hui? Je pense que c'est surtout le président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité. C'est quelque chose, je sais, qui vous tient particulièrement à cœur, et je dois vous dire que nous, à Maignelet-Montigny, la biodiversité, la défense de la planète, notre nature, notre environnement, c'est aussi quelque chose qui nous semble particulièrement important. Merci à celles et à ceux qui nous ont permis de vous accueillir aujourd'hui, et évidemment, en premier lieu, un grand merci à notre ami Alain Cognards, créateur des conférences de l'espace humain et citoyen d'honneur de Maignelet-Montigny. Voilà. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient peut-être pas là il y a quelques années que grâce à Alain, eh bien, nous avons pu accueillir en 2014 le professeur Claude Agege, et puis l'année dernière Yves Coppens, hein, excusez du peu. Il n'est pas venu seul, il est toujours accompagné du docteur Plouvier, et ben, j'en arrive aussi à Marie-Jeanne, voilà, parce qu'en fait, ici, notre relais, évidemment, c'est Marie-Jeanne, notre adjointe au maire chargée des affaires culturelles. Alors je voudrais tout d'abord dire que je suis profondément redevable de monsieur le maire. Vous m'avez renouvelé votre confiance pour la 3e fois, en me permettant de faire venir de grands esprits, en mettant à la disposition la salle Marcelleville dans le cadre des conférences de l'espace humain. Je vous adresse mes fidèles et bien respectueux remerciements, monsieur le maire. Alors, cher professeur, il y a à peine un an, je vous ai demandé, auriez-vous la bonté de m'honorer de votre présence pour une causerie dans le cadre des conférences de l'espace humain à Maignelet-Montigny, ma ville natale. Mon objectif étant de décentraliser la culture en faisant venir de grands esprits dans nos campagnes. Sans hésitation, vous m'avez répondu par un oui catégorique, absolu. Je vous remercie, cher professeur, d'avoir choisi de venir nous honorer et nous éclairer en surmontant tous les obstacles. Vous me faites un grand honneur, en même temps qu'une grande joie, en étant là aujourd'hui. Cher Hubert, soyez remercié de votre inaltérable bonté. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Jusqu'à l'arrière, levez la main s'il vous plaît. Parce qu'un jour comme ça, après une conférence, j'ai demandé est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit, ben on n'entendait rien. Alors inutile de vous dire que si vous ne bougez pas, si vous ne dites pas on n'entend rien, on perd son temps. Hein? Je vous fais confiance. S'il y a un problème avec cet appareil, vous me le dites. Quand j'étais enfant, comme tout le monde, j'avais une grand-mère. Et cette grand-mère, elle était une grande conteuse d'histoire. Ça se passait au Canada, au Québec. Et les enfants du village venaient pour qu'elle nous raconte le Chaboté ou la Belle au bois dormant ou autre chose. Et c'est de là que j'ai pris l'habitude moi-même de raconter des histoires parce que je vois souvent que c'est la meilleure façon d'introduire un sujet un peu compliqué, le raconter dans le style « Il était une fois ». En fait, je vais vous raconter deux histoires différentes. La première histoire, je l'appelle la belle histoire. Cette belle histoire, et la seconde histoire va s'appeler la moins belle histoire, parce qu'il faut être réaliste. Il n'y a pas que des belles histoires dans le monde, il y a aussi des moins belles histoires. Il faut être au courant, il faut savoir. La belle histoire, c'est la nôtre. C'est celle de chacun d'entre nous.
c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour que nous soyons ici aujourd'hui, avec notre gros cerveau, capable de comprendre plein de choses, capable de déchiffrer les lois de la nature et tout cela. Qu'est-ce qui a eu comme résultat que dans un univers, nous le savons maintenant, qui n'a pas toujours existé, qui a à peu près 14 milliards d'années, chacun d'entre nous, un beau matin ou une belle nuit, je ne sais pas l'heure de votre naissance, nous soyons venus au monde et à partir de ce moment, nous avons commencé à nous raconter nous-mêmes des questions, à nous poser des questions. D'où venons-nous? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers, parmi les étoiles, les galaxies, tout cela, pour qu'un beau jour nous soyons nés et qu'un beau jour nous soyons ici aujourd'hui? C'est ça que j'appelle la belle histoire. C'est une histoire fabuleuse. Nous sommes les êtres humains. Le cerveau humain est une merveille extraordinaire, peut-être la plus grande merveille qui existe dans l'univers, au point de vue de ce qu'elle peut faire, de ce qu'il peut faire, de son efficacité et tout cela. Donc, on commence par la belle histoire, que je vais appeler la belle histoire. Cette histoire, elle est connue, mais pas depuis très longtemps. En fait, elle est connue depuis un peu plus de 200 ans, un peu plus de 100 ans. Et ça se passe quelque part en Californie, aux États-Unis. Un astronome qui s'appelle M. Hubble a accès pour la première fois à un gros télescope. Il y a toujours eu dans le passé des petits télescopes, mais à cette période, on commence à faire vraiment des télescopes plus gros, donc capables de voir plus loin, de voir mieux, d'explorer l'univers, de regarder ce qui se passe. Et le voici, je crois qu'il faut le souligner, le saluer. Il s'appelle Edwin Hubble, et le voilà, vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez jusqu'à l'arrière, pas très bien, si, vous le voyez, très bien. Et cet homme, par ses découvertes, son travail, il fait son travail de scientifique, va changer toute notre façon de voir le monde. Ces découvertes obtenues avec ces instruments vont modifier, vont altérer la pensée humaine, la philosophie et tout. Et il va le faire de deux façons différentes. La première chose, avec son gros télescope, il peut voir au-delà des étoiles, il peut voir les galaxies. Alors les galaxies, je vous les présente, probablement que vous en avez déjà vu, il y en a sur la publicité de Apple, je pense, ou d'autres compagnies. C'est quoi une galaxie? C'est beaucoup d'étoiles comme le Soleil. Combien d'étoiles dans une galaxie? À peu près 100 milliards. 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Vous les voyez, elles sont là rassemblées dans cette espèce de tourbillon. Ça tourne autour de soi. Et dans une galaxie comme celle-là, il y a une étoile qui s'appelle le Soleil. Et nous sommes les voisins, nous faisons partie du système solaire. Hubble découvre, d'une part, grâce à son télescope, que des galaxies comme cela, il y en a beaucoup. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait qu'une, la nôtre, la Voie lactée. Il découvre qu'il y en a également des centaines de milliards. C'est-à-dire qu'il nous montre l'immensité de l'univers. Pendant longtemps, on a pensé que l'univers, c'était quoi? Le Soleil, la Lune, et quelques étoiles qu'on voit la nuit. Grâce à lui, il y a d'autres astronomes, bien sûr, on découvre que notre univers est vraiment gigantesque, et que des galaxies comme celle-là, comme la nôtre, il y en a beaucoup. Je vais vous montrer une image aujourd'hui de quoi ça a l'air l'univers quand on regarde dans les plus grandes dimensions possibles. Eh bien, voici un document récent. La plupart des images que vous allez voir aujourd'hui sont des choses relativement récentes, ce sont quelques années. Vos grands-parents ne les ont jamais vues. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors voici de quoi ça a l'air l'univers. Tout ce que vous voyez là, chaque petit point est une galaxie. C'est-à-dire que vous prenez une galaxie, ils ne sont pas toutes semblables, mais à peu près, eh bien, vous voyez l'univers, c'est des milliards de galaxies contenant des milliards d'étoiles chacun, des centaines de milliards chacune. Donc ça, c'est la première grande découverte que Hubble va faire et qui va avoir une très grande importance parce qu'on va découvrir qu'on ne vit pas dans un petit univers un peu rikiki, on vit dans un univers
gigantesque, on peut le mettre en majuscule. Ça, c'est la première découverte qu'il va faire. Mais il va faire une autre découverte qui est peut-être plus importante d'une certaine façon. C'est ceci. Donc, Hubble regarde les galaxies, et qu'est-ce qu'il peut faire avec ces images? Ben, il peut faire deux choses. Il peut mesurer leur distance, je ne vous dirai pas comment, on en aurait pour longtemps. Il peut mesurer leur distance et il peut savoir si elles s'approchent ou si elles s'éloignent, c'est-à-dire mesurer leur vitesse. Avec des techniques qui sont les mêmes que les flics sur l'autoroute quand ils vous collent un PV, parce que vous allez à 130 km à l'heure, c'est-à-dire qu'il envoie des ondes, il reçoit des ondes qui lui disent, qui lui permettent de dire comment les galaxies bougent. À quoi il s'attend? Ben, il s'attend qu'il y en a qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent, que ce soit un petit peu au hasard. C'est pas ça qu'il trouve. Ce qu'il trouve est tellement étonnant qu'il n'y croira pas lui-même. Il sera sûr de s'être trompé. Ce sont ses étudiants qui vont le rassurer et qui vont lui montrer ce qu'il a affirmé avoir vu est réel, c'est-à-dire que toutes les galaxies s'éloignent de nous, s'éloignent dans leur ensemble de nous, et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Celles qui sont proches ne s'éloignent pas très vite, celles qui sont loin bougent beaucoup plus vite. J'ai essayé de vous représenter avec un petit schéma ce qu'il a vu. C'est évidemment un dessin, mais vous allez voir. Voilà, c'est un peu ça. Au milieu, j'ai mis l'œil de Hubble, son télescope. Chaque petit point est une galaxie. Chaque flèche décrit le mouvement. Si vous regardez bien, vous allez voir que celles qui sont proches du centre se meuvent lentement. Et celles qui sont loin, petite flèche, petit mouvement, grande flèche, grand mouvement. Ça, c'est la seconde information tout à fait étonnante. Personne ne pensait qu'il y avait à l'échelle de l'univers un mouvement qui est du type coordonné. C'est comme si c'était organisé. Alors, attention, le fait que j'ai mis l'œil de Hubble au centre ne veut pas dire que nous sommes le centre de l'univers. Il n'y a pas de centre de l'univers. Chaque galaxie, chaque personne sur une de ces galaxies verrait la même chose. L'univers est en expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Depuis des milliers d'années, on croyait que l'univers avait toujours existé, qu'il existerait toujours, et qu'il était fixe, chaque astre à sa place pour l'éternité. Ça, c'est faux. C'est ce que Hubble a découvert. Il se passe des choses dans l'univers. On résume ceci en disant l'univers a une histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus proches, et puis dans l'avenir, elles seront plus loin. Vous voyez? Il y a un mouvement d'ensemble de l'univers, et ce mouvement d'ensemble va avoir des répercussions sur notre propre existence, que vous allez voir bientôt. Mais les deux points, donc, rappelez-vous, Hubble est celui qui nous dit l'univers est gigantesque, et il nous dit l'univers n'est pas statique, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours existé, qu'il existera pour toujours, on ne sait rien, on ne connaît pas l'avenir, mais en tout cas, il y a un mouvement. Il y a un mouvement de l'univers. L'univers est en extension, ça veut dire l'univers a une histoire, comme chacun d'entre nous. Nous avons un passé, un présent, un avenir. L'univers également a cela. Ça, c'est un élément qui est fondamental, qui va influencer toute la philosophie, toute la pensée humaine après coup. Grâce à ce télescope, on sait maintenant que l'univers a une histoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on va essayer de la reconstituer. Les scientifiques qui étudient l'univers, découvrant que l'univers a une histoire, ils vont essayer de le reconstituer, cette histoire. Ils vont essayer de dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qu'on peut peut-être dire pour l'avenir? Et ça va être la tâche. Là, maintenant, on est en 1960 à peu près. Ça va être la tâche de l'ensemble des scientifiques de la planète. Pas la seule tâche, mais une tâche. C'est dire qu'est-ce qui s'est passé et quel rapport y a-t-il entre l'histoire de l'univers et notre histoire à chacun d'entre nous. Nous vivons ici sur Terre pour quelques décennies. Les plus chanceux atteindront un siècle.
mais la plupart, un siècle, c'est la limite. L'univers est là depuis, on en connaît maintenant son âge, c'est 14 milliards d'années. 14 milliards d'années, c'est long. Chacune de nos vies est un chapitre d'une histoire qui existe depuis 14 milliards d'années. Ça, c'est le premier message qui nous implique dans notre histoire. Et nous sommes des chapitres d'une très longue histoire et on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître l'histoire de l'univers? Eh bien, il faut étudier, évidemment, avec des instruments, des observations, et nous avons deux grandes techniques différentes pour reconstituer le passé de l'univers. D'abord, l'astronomie, justement, c'est le fait d'avoir des télescopes, de plus en plus grands télescopes, pour pouvoir voir de plus en plus loin, pouvoir avoir des éléments sur qu'est-ce que l'univers aujourd'hui. Mais il y a un autre élément important, c'est la physique. Pourquoi? Parce que l'univers, il est réglé, il y a des lois qui dirigent le mouvement de la matière. Et si on veut connaître l'histoire de l'univers, il faut savoir par quelles lois il est gouverné, donc il faut savoir quelles sont les lois de la physique. Et là, c'est un autre domaine, c'est la physique, et en particulier des détecteurs, des grands détecteurs. Voici l'image d'un grand détecteur qui se trouve à Genève, qui sert à utiliser, à trouver les lois de la physique. C'est un des instruments qui a permis de détecter le boson de Higgs. Certains d'entre vous se souviendront parce qu'on en avait beaucoup parlé en 2012. Mais c'est grâce à des instruments comme celui-là que nous pouvons connaître maintenant assez bien quelles sont les lois qui gouvernent l'univers, quel est l'état de l'univers aujourd'hui, et on va mettre tout ça en même temps pour essayer de voir quelle est l'histoire de l'univers et quel est notre rapport à nous, personnellement. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ça nous touche de près parce qu'on va parler de nous, on va parler de l'univers, on va parler des grandes dimensions, on va parler des galaxies, et on va parler de chacun d'entre nous aujourd'hui, dans cette histoire, dans cette belle histoire, et également dans cette moins belle histoire, mais ça, ce sera tout à l'heure. Alors, là, il se passe, en 1965, un événement tout à fait imprévu. Des fois, la nature, quand je dis la nature, je dis comme ça, la nature, je pense que c'était des guillemets, la nature est bienveillante pour les scientifiques, elle leur fait des cadeaux. Ces pauvres scientifiques qui se battent pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, tout d'un coup, elle leur fait un cadeau. Et ce cadeau, ça se passe en 1965. À cette période, moi j'étais aux États-Unis, c'était juste avant l'exploration de la Lune, c'était le début des satellites. On lançait des satellites, la compétition avec les Russes, les Sputnik, les Vanguard, c'était vraiment la compétition, c'était qui arriverait le premier. Et le problème, c'est que, c'était à New York, oui, le problème, c'est qu'on lançait les premiers satellites, on savait les lancer, mais on les perdait de vue. Dès qu'ils savaient dépasser l'horizon, on n'avait plus de contact avec eux par radio. Donc, il a fallu faire des radiotélescopes qui puissent garder le contact avec les satellites tout le long de leur orbite autour de la Terre, si autrement on perdait son temps. Et à cette période, des chercheurs vont réussir à mettre au point un appareil qui permet de garder le contact avec les satellites. Ça marche très bien, ça marche trop bien. Ça marche même quand il n'y a pas de satellite. On continue à entendre dans leurs radios, des espèces de grandes antennes de radio, une espèce de friture, vous savez, comme quand vous êtes à côté du poste, vous entendez des psh, psh, psh. On se dit, c'est quoi ça? On essaie de dire qu'est-ce que ça peut être. Peut-être c'est un tel qui est en train de se raser avec son rasoir électrique, ça fait ça, un rasoir électrique. C'est pas ça. On se dit, c'est peut-être les Américains qui sont en train de préparer des armes secrètes. Non, c'est pas ça. Ça. Pendant un an, ce bruit, cette friture est là, présente, jour et nuit, toujours la même. Et on découvre finalement, mais là je ne vais pas vous expliquer comment parce qu'on n'en aurait pas longtemps, que ce bruit-là, cette friture, cet émetteur, ce n'est pas un émetteur par un objet, par un poste, par une étoile, c'est partout dans l'univers. Il y a un rayonnement radio qui est partout dans l'univers et on découvre que ce rayonnement, il nous donne une image comme à la télévision,
une image qui présente ce qu'aurait vu quelqu'un qui aurait été au tout début du cosmos en train de regarder le ciel. Ça, c'est un cadeau fantastique. C'est vraiment une bonté de la nature, si on peut dire, parce que ça veut dire que pour reconstituer votre histoire, vous avez à la fois l'univers comme il est aujourd'hui et un univers tel qu'il était au début. Vous avez le début, pas la fin, mais maintenant, et vous avez des éléments qu'on va étudier, et là, toute la communauté scientifique est très installée. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. On l'appelle le rayonnement fossile. C'est un rayonnement qui a été émis au tout début de l'univers et qui nous renseigne sur comment c'était l'univers à ses tout débuts. Et c'est évidemment une mine de renseignements précieuse qui va nous apprendre beaucoup de choses et qui vont nous apprendre beaucoup de choses qui vont nous intéresser personnellement. Alors, je vous donne l'image. Voilà les deux ingénieurs qui ont bricolé un radiotélescope avec lequel ils ont pu découvrir, atteindre ce rayonnement fossile et avoir des documents à l'appui, ce que les Américains appellent des smoking guns. Vous avez des documents qui vous disent le début de l'histoire et vous avez l'histoire d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce rayonnement? Eh bien, avant de vous le dire, je vais vous décrire un peu l'univers d'aujourd'hui. L'univers d'aujourd'hui, donc, il est très grand, mais surtout, il est très richement organisé. Il y a des quantités d'organisations, de systèmes qui existent à toutes les dimensions. Dans les plus grandes dimensions, il y a les galaxies. Vous avez vu tout à l'heure une image de galaxie. C'est cette très belle image que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une image d'une galaxie. Ces galaxies sont gigantesques. La lumière met 100 000 ans à traverser la galaxie. À 300 000 km par seconde, elle met 100 000 ans. Ce sont les plus grands systèmes qu'on connaît. Mais ensuite, il y a l'histoire, il y a les étoiles qui sont plus petites. Il y en a des bleus, il y en a des jaunes, il y en a des rouges. Il y a des planètes, comme il y a la Terre, Jupiter, Saturne. Puis quand on descend dans l'espace des dimensions, on arrive aux satellites, la Lune, et puis on arrive aux astéroïdes, aux comètes. Puis encore plus petit, on arrive sur la Terre à l'extraordinaire variété des plantes et des animaux. Au moins 10 millions d'espèces différentes de plantes et d'animaux, dont nous-mêmes. Et puis en plus petit, eh bien, ça va des éléphants jusqu'aux virus, bien sûr. Puis encore plus petit, les virus eux-mêmes sont composés de molécules, d'ADN, des immenses molécules qui sont composées d'atomes, qui sont composées de particules élémentaires. En peu de mots, notre univers est très richement structuré à toutes les dimensions. La nature, a inventé des systèmes de structure organisés où il y a des lois, où il y a à toutes les échelles. Ça, c'est l'univers d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous apprend le rayonnement fossile? Il nous apprend que l'univers contemporain est très richement organisé. Au début de l'univers, il n'y a aucune organisation. Il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planète, il n'y a pas de vie, d'êtres vivants, bien sûr. Il n'y a même pas de molécules géantes, l'ADN, même pas des molécules plus petites, comme l'eau, le gaz carbonique, le méthane, l'ammoniac, toutes ces petites molécules. Même pas d'atomes, comme le carbone, l'azote, l'oxygène, l'uranium, enfin, tous les 100 atomes du tableau de Mendeleïev. L'univers du premier temps est complètement différent de celui d'aujourd'hui. Celui des premiers temps, désorganisation, absence d'ordre, absence de structure, un magma, on le voit maintenant comme un magma incandescent porté à des milliards de degrés, quelque chose où il n'y a évidemment aucune vie, aucune organisation, et au contraire aujourd'hui, un univers froid. L'univers est très froid. La température entre les étoiles, c'est moins 270 degrés. Vous voyez, il fait chaud ici parce qu'on a le soleil pas loin. Mais l'univers des premiers temps est à moins 270 degrés. De sorte que vous avez en résumé l'histoire de l'univers. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la vie de l'univers pour qu'on soit passé de cet état chaotique du début à l'état présent hautement organisé, dont la structure
à notre connaissance, pour l'instant, la plus efficace, la plus riche, la plus structurée, c'est le cerveau humain. Nous avons la chance, certains diront la malchance, c'est comme ça, d'être né avec un cerveau, et ce cerveau, c'est vraiment un instrument d'une efficacité, d'une intelligence, d'une capacité absolument fantastique. Nous sommes vraisemblablement ce que, pendant toute sa vie, l'univers a préparé de plus. Je dis vraisemblablement parce que je ne sais pas s'il y a de la vie ailleurs. Il y a peut-être mieux que nous ailleurs, c'est pas sûr. Mais en tout cas, chez nous, ce qu'il y a de plus structuré sur la Terre, ce qu'il y a de plus intelligent, ce qu'il y a de plus capable de faire des choses, c'est le cerveau humain. Ça, c'est clair maintenant. Alors donc, en résumé, l'histoire... attendez. L'univers le plus ancien est sans structure. Et mais quelle est l'histoire de l'univers? Ben, vous l'avez deviné. C'est l'histoire de la matière qui s'organise. Comment la matière, complètement désorganisée du début, est-elle venue avec le temps, avec les lois de la physique, avec les astres, les étoiles et tout ça, à produire quelque chose d'aussi formidablement organisé que le cerveau humain. Là, vous l'avez en résumé, et tout l'effort des physiciens, c'est d'essayer de le comprendre en termes de la physique, c'est-à-dire, voyons, c'est-à-dire des atomes comme ceci. Et je vais vous montrer quelques-unes des images où cela s'est organisé. Alors là, je vais vous montrer votre passé, les étapes dans le monde où se sont produites des choses qui sont importantes pour chacun d'entre nous. Ce que j'appelle les hauts lieux de la complexité cosmique. Alors voilà, d'abord, vous avez vu, il y a des galaxies. Nous savons qu'il y a des collisions de galaxies. Il y a des galaxies qui entrent les unes dans les autres. Je vais vous montrer une image de deux galaxies en collision. Voilà. Alors, si vous regardez, les deux galaxies, il y en a une ici, vous voyez le centre de la galaxie. Voilà le centre de l'autre galaxie. En s'approchant, elles se déforment l'une l'autre. Elles se déforment. Et qu'est-ce qui se passe quand deux galaxies entrent en collision? Ça crée des quantités de nouvelles étoiles. Les étoiles naissent, vivent et meurent. Et en particulier, elles deviennent très abondantes dans les collisions de galaxies. Ça produit des étoiles qu'on appelle des étoiles géantes bleues, parce qu'elles sont géantes et elles sont bleues. Vous les voyez ici. Tout ça, tout ce bleu, ce sont des étoiles qui ont été formées par la collision des galaxies. Ces étoiles géantes bleues, nous savons maintenant que les étoiles sont le lieu où se forment les atomes, et en particulier l'oxygène que nous respirons. L'oxygène se forme dans les étoiles géantes bleues. Donc voici peut-être l'image la plus ancienne qui touche à notre passé, c'est cette première étape, collision de galaxies, formation d'étoiles géantes bleues. Ces étoiles géantes bleues vont produire de l'oxygène. Il faut se souvenir que le corps humain, c'est à 80% de l'oxygène. Donc vous avez ici le lieu où sont nés les atomes d'oxygène qui font partie de notre cerveau, de notre corps, de notre possibilité de réfléchir, de penser. C'est précisément dans ces galaxies. Donc ça, c'est une image de notre passé le plus ancien, de nos sources les plus anciennes. Les atomes dont nous sommes formés sont nés dans des étoiles, et ces étoiles se sont formées dans des collisions de galaxies. Vous voyez, là, on commence à creuser dans le passé, à voir d'où nous venons. Nous venons justement en partie, ça c'est une étape de notre construction, les collisions d'étoiles qui produisent, les autres galaxies qui produisent des étoiles géantes bleues, lesquelles produisent l'oxygène. Et comment l'oxygène arrive à nous? Eh bien, pour nous, ça se passe dans la Voie lactée. La Voie lactée, vous savez probablement ce que c'est. Au mois d'août, si vous sortez dehors vers la fin du mois d'août, vous voyez dans le ciel une grande hache lumineuse blanche qui va du nord au sud. C'est la Voie lactée. Tous les amateurs astronomes connaissent cela. Eh bien, c'est dans cette Voie lactée qu'aujourd'hui, dans notre galaxie, les étoiles se forment.
Il naît à peu près 3 ou 4 étoiles par année dans notre galaxie, des étoiles qui vont naître, qui vont vivre, qui vont mourir, et on va voir un peu plus leur vie. Je vais commencer avec cette image. Cette image, ça, c'est un accouchement d'étoiles. Là, vous avez ce qu'on appelle une nébuleuse opaque, et cette nébuleuse, la matière s'effondre. Et en s'effondrant, elle se réchauffe et elle donne naissance à des étoiles. Voici des étoiles qui sont nées de l'effondrement de ce grand nuage. Ce sont des étoiles comme le Soleil, est né dans un lieu comme ça, il y a à peu près 5 milliards d'années. Il est né, c'est un véritable accouchement. Les étoiles apparaissent, vont former à l'intérieur et vont vivre leur vie après. Et il y a 4 milliards 500 millions d'années, une étoile est née, le Soleil, et avec le Soleil, évidemment, la Terre, les planètes, et puis toute notre histoire se passe. Ça, c'est une autre étape de notre histoire. C'est le moment où notre Soleil est né, et c'est la vie du Soleil qu'on va voir maintenant avec plus de détails. Voilà donc l'image du Soleil que vous connaissez. Mais voici une maquette de l'intérieur du Soleil. Évidemment, ce n'est pas une photo. Notre Soleil a une surface très chaude, et à l'intérieur, il fait extrêmement chaud. Il fait 15 millions de degrés au centre du Soleil. À 15 millions de degrés, il y a ce qu'on appelle des réactions nucléaires. Exactement ce qui se passe dans nos réacteurs qui donnent l'électricité. Ces réactions nucléaires font de nouveaux atomes. C'est là, par exemple, que se forment les atomes d'oxygène et autres atomes dont nous sommes formés. Tous les atomes sont nés dans les étoiles. Pourquoi? Parce qu'au centre de l'étoile, il fait très chaud. Et quand il fait chaud, il y a ce type de réaction qui fabrique des nouveaux atomes. L'étoile va vivre sa vie. Le Soleil va vivre sa vie. Le Soleil est à peu près à la moitié de sa vie. Il a à peu près 5 milliards d'années. Il va vivre encore à peu près 5 milliards d'années. Et après, il va mourir. Et comment va se passer la mort du Soleil? Eh bien, on le sait parce qu'on voit un peu partout d'autres étoiles qui meurent. Vous allez avoir une idée ici. Je vais même commencer avec celle-ci. Voici une étoile en train de mourir. Alors, comment meurt l'étoile? Elle meurt en se vidant de sa matière. Tout ça, c'est de la matière qui était auparavant dans l'étoile. Dans l'étoile. Et là, vous voyez le moment où les atomes que l'étoile a formés vont se disperser dans l'espace. Parce que quand ils sont dans le centre d'une étoile, ils ne peuvent pas servir à grand-chose. Il faut faire d'être vivant au centre d'une étoile, il fait 15 millions de degrés. Mais la matière va être évacuée. La mort de l'étoile va amener cette matière à être évacuée. Vous en avez une autre image ici. Voici l'image qui est l'étoile qui est mourante. Et voici toute la matière qu'elle a évacuée à la fin de sa vie et qui accompagne les phases de son agonie. Et puis on va voir encore, et encore une autre ici. Ça, c'est une étoile qui a fait explosion, et c'est la même chose. Toute cette matière, c'est de la matière qui était au centre de l'étoile et qui est maintenant évacuée. Les couleurs, pour les astronomes, nous disent quelle est l'origine de la lumière. Le rouge, par exemple, c'est l'hydrogène. Nous savons que ça, c'est des atomes d'hydrogène. Le vert, c'est de l'oxygène. Nous connaissons maintenant très exactement quel type d'atome a émis telle couleur, à quelle température il était, dans quel champ magnétique, à quelle pression. Maintenant, c'est des choses qui sont très connues. Et nous savons que ce que vous voyez là, c'est comme quand vous sortez la tarte du four. Si vous laissez la tarte dans le four, elle ne servira à rien, vous allez la griller. Il faut la sortir à un moment donné pour pouvoir la manger. Par analogie, voilà le moment où les atomes qui ont été formés à l'intérieur de l'étoile sont extraits de cette étoile par des explosions absolument terribles. Et voilà encore une autre phase, comment les atomes maintenant vont devenir utilisables. Ils vont devenir utilisables parce que beaucoup de ces étoiles ont des planètes. Voilà par exemple le Soleil ici, et vous avez les planètes intérieures, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Ces planètes qui tournent autour du Soleil, nous le savons maintenant, beaucoup d'autres étoiles ont des systèmes planétaires comme ceci, et ces planètes sont formées par des atomes qui ont été fabriqués à l'intérieur d'autres étoiles mortes dans le passé. Vous voyez, il y a des générations d'étoiles. Les générations d'étoiles, les étoiles naissent, vivent, meurent, rejettent des atomes à l'extérieur. Ces atomes à l'extérieur sont pris dans encore des nébuleuses comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez, si on refait le truc en arrière, voilà l'étape initiale, nébuleuse, étoile qui se forme, étoile qui va vivre, étoile qui va mourir, et puis nouvelle étoile qui va se former à partir de nébuleuses. On revient au début, mais avec des planètes. Et dans cette planète, il y a la Terre, pour ce qui est de chez nous, et cette Terre sur laquelle il y a les atomes qui nous ont constitués. Vous voyez notre parenté, on parle de galaxies, on a des collisions de galaxies, on forme des nouvelles étoiles, et ces nouvelles étoiles elles-mêmes vont former de nouveaux des atomes, elles vont mourir, elles vont rejeter les atomes, les nouvelles étoiles vont se former. Il y a comme ça des générations d'étoiles continuelles. La Terre, à sa naissance, est une boule de lave incandescente. Voilà un peu l'image de la Terre à sa naissance, des volcans partout. Il n'y a pas de vie, évidemment. Il ne peut pas y avoir de vie à 1000 degrés. Un phénomène extraordinaire que personne ne comprend très bien, qui reste très mystérieux, c'est que quelques centaines de millions d'années après la naissance, la Terre s'est refroidie, elle était chaude, elle s'est refroidie. En se refroidissant, il va y avoir de l'eau qui va se condenser, il va y avoir des océans, et par un phénomène qu'on est loin de comprendre, je vais passer tout de suite à cette image, au fond des océans, on sait maintenant qu'il y a des volcans, et ces volcans émettent des quantités de matière, de gaz, et dans ces matières, on a découvert, il n'y a pas tellement longtemps, une chose assez fantastique, qui est ceci, des quantités de petits animaux. On a de bonnes raisons de penser que la vie sur la Terre est apparue au fond des océans. C'est pas sûr. Ça reste encore théorique pour l'instant, mais la vie apparaît sur la Terre. Notre planète, qui n'avait pas de vie à son début, la vie s'y est développée. La preuve, nous sommes là. Ça s'est passé, bien que nous soyons loin de comprendre comment ça s'est passé. Mais ça s'est passé, la vie s'est développée, d'abord des petits animaux minuscules qui ensuite se sont développés, qui ont donné lieu à des fleurs, par exemple, et puis les poissons, les amphibiens, les reptiles, les mammifères, évidemment, vous connaissez cette histoire. Et puis un beau jour, peut-être une nuit, on ne sait pas, un événement crucial pour chacun d'entre nous, c'est ceci. Vous comptez 9 mois avant votre naissance. C'est le jour de votre conception. C'est le jour où un spermatozoïde de notre Père a rejoint un ovule de la mère, et là nous sommes entrés dans l'existence. Et ça, c'est un phénomène fantastique, parce qu'avant, on n'existait pas. On n'était nulle part. Avant cela, on n'existait pas. Mais il y avait tous les éléments qu'il faut pour que ça puisse se former. Il y avait les atomes dans les spermatozoïdes, dans les ovules. La vie est apparue, on est venu, et est apparu donc cet animal le plus intelligent à notre connaissance, l'être humain, vous voyez, avec ses yeux intelligents. Ça, c'est l'événement crucial de votre vie. Votre date de naissance, c'est bien, mais comme vous savez, ce n'est pas le plus important. La naissance, c'est simplement le moment où vous sortez de votre mère. Mais la conception, c'est ça qui est fondamental, parce que c'est le début de l'existence. Et maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Vous allez fermer les yeux et vous allez dire « j'existe ». Simplement ça. Vous fermez les yeux et vous dites « j'existe ». Vous venez de faire
l'acte, la prouesse la plus extraordinaire qui a jamais été faite dans l'univers. Le fait que l'on puisse fermer les yeux, dire j'existe, ça veut dire que tout le corps humain est en mesure de pouvoir arriver à cet acte. Or, le corps humain, il est fait d'atomes, comme on sait, et ces atomes se sont formés dans les étoiles. Le nombre d'atomes dans le corps humain est gigantesque. Vous voulez savoir combien il y a d'atomes dans le corps humain? Ça dépend de votre poids un peu, il faudra vérifier sur la balance, mais c'est à peu près ça. Voilà. 1 avec 29 zéros. Un corps humain contient 1 avec 29 zéros atomes. Ces atomes, au début de l'univers, étaient dispersés dans l'espace. Ces atomes ont été processés au travers des galaxies, des étoiles et tout ça. Et un beau jour, vous êtes né, et puis vous avez tous ces atomes qui étaient dispersés, maintenant sont associés dans une machine, si on peut dire, d'une complexité fantastique, tellement opérationnelle qu'elle vous permet de dire « j'existe ». Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est ça, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, comment notre passé nous ramène loin dans le passé de l'univers, comment notre passé implique des collisions de galaxies, des explosions d'étoiles, des collisions de météorites, des morts et des phénomènes comme les phénomènes de la vie, toute la vie. Et c'est ça qui est aujourd'hui notre histoire. Vous voyez, il faut le dire, c'est une magnifique histoire. Il faut le savoir, parce qu'on a beaucoup tendance à déprécier les êtres humains. Souvent, on dit « Oh, les êtres humains, je ne suis que cela. » C'est pas vrai. Nous sommes des fantômes, des merveilles extraordinaires. C'est pas notre faute, c'est comme ça. Pourquoi nous? Pourquoi pas d'autres? On n'en sait rien. Mais c'est comme ça, nous sommes comme ça. Mais c'est là qu'il faut aborder la moins belle histoire. Parce qu'on ne peut pas se contenter de raconter les belles histoires. Il faut aussi raconter... Alors, la moins belle histoire, elle commence beaucoup plus tard. Elle commence il n'y a pas tellement longtemps, il y a à peu près 3 millions d'années. La belle histoire, 14 milliards. La moins belle histoire, 3 millions d'années, à peu près. Ces chiffres sont approximatifs. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, il s'est passé que sur la Terre est arrivé un événement que là, personne ne comprend très bien. Un animal, une variété animale, va recevoir de la nature un cadeau fantastique. Une forme d'intelligence supérieure. Cet animal, l'animal acquiert une forme supérieure d'intelligence, voilà. Ça, c'est notre ancêtre, le chimpanzé. Maintenant, on en a la certitude. Ce chimpanzé, personne ne sait pourquoi, ni même comment ça s'est passé, comment il est devenu tout d'un coup notre ancêtre, c'est-à-dire il a acquis ce fabuleux cerveau. Il avait déjà un cerveau auparavant, mais il n'y a pas de comparaison aujourd'hui. Les animaux peuvent compter jusqu'à 5 ou 6. Les êtres humains peuvent faire la théorie de la relativité d'Einstein. On voit la différence entre les capacités des autres animaux. Pourquoi le singe? Pourquoi le chimpanzé? Pourquoi pas un dauphin? Ça aurait pu être un dauphin. Personne ne sait. Et la science est encore pleine de questions dont on ne connaît pas la réponse. Ce qui va se passer, c'est qu'il va acquérir une intelligence absolument fantastique, la nôtre. Et cela va lui causer des problèmes. Alors, on va parler justement du rôle de l'intelligence dans l'espèce humaine, dans la destinée humaine. Mais il faut dire qu'au début, quand les êtres humains sont apparus, il y a à peu près 3 millions d'années, ils étaient très mal nantis pour se défendre. Dans la réalité, il y a 2 lois. Il faut manger et ne pas être mangé. C'est la vie de toutes les plantes, de tous les animaux. Comment les êtres humains vont-ils se débrouiller? Mais les êtres humains, ils n'ont pas de grandes griffes, ils ne volent pas, ils ne courent pas vite comme les guépards, ils n'ont pas de carapace comme les tortues. Ils étaient très, très mal nantis, ils auraient pu disparaître, bouffés par n'importe quel tigre ou autre. Comment ils ont fait pour arriver à vivre? Bien justement, à cause de leur intelligence. À cause de leur intelligence, c'est leur intelligence qui va les sauver. Les humains apparaissent en Afrique, maintenant ça on le sait. Ils sont faibles et mal armés pour se défendre. Et ils sont aidés, ce qui va leur sauver, c'est leur intelligence.
Alors là va commencer une nouvelle histoire que je vais appeler la séquence des armes. Évidemment, comment ils se sauvent en fabriquant des armes. Comme ils n'ont pas de griffes et de grandes dents, ils vont fabriquer des armes. Et ça commence par des armes assez simples, des dards avec une pierre taillée. Et puis, comme ils sont vraiment intelligents, ils inventent beaucoup d'autres armes plus intéressantes, des arcs et des flèches. Comme ça, ils peuvent attraper des oiseaux, ils peuvent vivre, ils peuvent survivre. Et puis, ils vont continuer. Pardon, ça c'est une fronde, pardon. Et puis maintenant, ils vont fabriquer des arcs. Et ça va être aussi ce qui va leur permettre de vivre. Et l'humanité a vécu déjà ces quelques millions d'années grâce à ces armes qui sont indispensables pour ne pas être mangées. Et puis ils vont inventer de la poudre à canon aussi, parce que ça aussi c'était bien pour aller faire la chasse. Et puis aussi on peut se faire la guerre si on a envie de se faire la guerre. Et puis on peut faire des canons. Et puis on peut faire des chars d'assaut. Des tanks. Et on peut faire des bombes atomiques. Ça, c'est bien. On peut faire des bombes atomiques, on peut faire des avions qui sont tous chargés de bombes atomiques en cas de guerre, on peut faire des explosions nucléaires, et puis Hiroshima, on a fait exploser une bombe atomique. Et là, tout d'un coup, on voit comment le rôle de l'intelligence... Je vais vous raconter une anecdote. Où étiez-vous le 26 septembre 1983? Personne ne s'en souvient, bien sûr. La plupart, vous n'étiez pas nés, bien sûr. Mais ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose d'absolument très grave qui aurait pu faire que nous ne soyons pas ici aujourd'hui. Il s'est passé que c'était pendant la guerre froide, que les États-Unis et la Russie avaient chacun des arsenaux de bombes atomiques pour tuer toute la planète des milliers de fois, qui se regardaient en chiens de faïence. Les plus anciens se souviennent de la guerre froide. Et ce jour, du 26 septembre 1983, cet homme que vous voyez là, qui s'appelle Stanislas Petrov, était à Moscou, au quartier général de l'arsenal nucléaire soviétique. Il reçoit un message qui dit « Les Américains ont lancé une salve de bombes atomiques. Elle sera ici dans un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est le temps que ça prend aux fusées pour aller des États-Unis à la Russie. C'est vous qui devez prendre la décision. » Vous voyez, mettez-vous à sa place. Il vient d'apprendre que les Américains ont lancé une salve. Il a le doigt sur le fameux bouton rouge et c'est lui qui a la responsabilité. M. Petrov ne fait rien. Il désobéit. Il sera puni. Après, il sera récompensé. Il désobéit, et quand on lui demande « Mais pourquoi vous n'avez pas lancé vos bombes atomiques? Vous aviez de la responsabilité. » Il a dit « J'ai réfléchi, et j'ai pensé que je n'avais pas envie de commencer une guerre nucléaire. » Alors, vous vous rendez compte sur quoi déposait notre existence à ce moment-là? Si M. Petrov avait dit « J'obéis aux ordres », vraisemblablement, il n'y aurait plus personne sur la Terre. Il y avait de quoi, avec les arsenaux de ces différents pays, pour éliminer toute vie sur la Terre. C'était absolument extraordinaire. Ben ça, c'est un événement qu'il faut s'en souvenir et y réfléchir. C'est se rendre compte du fait que ce qui nous a sauvés jusqu'ici, qui est notre intelligence, qui nous a permis de faire des armes, maintenant est une menace. Nous sommes menacés parce qu'évidemment, comme vous le savez, les Coréens et les Américains ne s'aiment pas trop et recommencent à fabriquer des bombes atomiques. Nous sommes à la merci de notre propre invention. C'est nous qui avons inventé la bombe atomique. Ce n'est pas le froid ou les animaux qui nous menaçaient, c'est nous. Nous sommes maintenant face au fait que nos propres inventions auraient pu, à cette période, nous éliminer. Ce n'est pas le seul événement comme ça, il y en a plusieurs qui se sont passés, où on est venu à deux doigts d'une guerre nucléaire. On ne sait pas très bien comment on s'en est sorti. Ça va mieux maintenant, évidemment, parce qu'il n'y a plus autant de tensions qu'il y en avait dans ces années, mais il y en a encore, vous le savez, qui sont remis. Et cela met en évidence la nature de notre problème, c'est
on pourrait poser la question, est-ce que l'intelligence n'est pas un cadeau empoisonné? Imaginons que M. Petrov ait poussé le bouton rouge, que nous soyons disparus, mais que quelques voyageurs extraterrestres arrivent sur la Terre, et voient les ruines radioactives, et se disent, ben, pour eux, l'intelligence a été un cadeau empoisonné. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de vivre avec leur intelligence. Ils n'ont pas été capables de s'organiser avec leur superpuissance. Ils n'ont pas été capables de se mettre en place pour ne pas s'éliminer eux-mêmes. Voilà ce qui est derrière le problème nucléaire, et vous avez compris aussi derrière le problème écologique. Parce qu'on sait, comme on dit, la SNCF dit, attention, un train peut en cacher un autre. Nous savons que si le nucléaire est un danger, les problèmes écologiques, la détérioration de notre planète, le saccage que les humains font de notre planète, le réchauffement climatique, l'érosion de la... Vous connaissez tout ça, c'est dans tous les journaux aujourd'hui. Nous savons toujours qu'ultimement, ça revient à la question, qu'est-ce que nous faisons avec notre intelligence? Est-ce que nous sommes capables de ne pas nous faire sauter? C'est simple, c'est ça. Et on n'a pas de preuves. C'est le problème présent. Est-ce que nous pouvons éviter? La terreur nucléaire, c'est la guerre froide. À cette période, on avait évalué qu'il y avait de quoi tuer tout le monde. Ça veut rien dire, mais quand même ça veut dire quelque chose. L'arsenal était assez puissant pour nous tuer tout le monde 17 000 fois. Ça s'appelait le overkill power. Ça voulait dire quelle est la puissance de notre arsenal. Il y a de quoi tuer tout le monde 17 000 fois. Donc l'important, c'est d'être conscient de cela, que nous sommes en danger en ce moment. Nous sommes en danger doublement, à la fois à cause de l'armement nucléaire et à cause de la crise écologique contemporaine. Ça, c'est la réalité. Notre influence, nous sommes si intelligents, si puissants, que notre influence est à l'échelle de la planète. Et vous en avez une image ici. Voici la Terre vue du ciel, voici la nuit, voici l'illumination des villes et des autoroutes, en jaune, en mauve, ce sont les feux de forêt pour détruire, pour la déforestation, en rouge, c'est les puits de pétrole, et en vert ici, est-ce que vous voyez une petite tache verte ici? Vous la voyez? Ça, c'est le Japon. Hein? Pour ceux qui sont forts en géographie, c'est le Japon. Ça, c'est la... Quelle peut être la source de cette tache verte qui n'est pas petite? Vous voyez, par rapport au continent, c'est des centaines de kilomètres. Qu'est-ce qui peut être vert et vu de 400 kilomètres la nuit? Qu'est-ce que c'est qui peut être la source de cette lumière verte? Alors je vais vous dire, je vais vous la montrer par la prochaine image. Ce que vous voyez là, ça s'appelle des pêches aux lampes à eau. Les lampes à eau, c'est une petite lampe qui met en verre et qui fait des pêches fantastiques. Les poissons se précipitent sur les lampes à eau. Vous prenez des poissons à une vitesse telle que plus que nos ancêtres n'en prenaient pendant des siècles. C'est très bien, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on pêche 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Vous voyez, nous sommes intelligents, nous pouvons augmenter la capacité de prendre des poissons, nous sommes incapables d'augmenter la capacité de pondre de nouveaux œufs. Ça, c'est la frontière que nous rencontrons aujourd'hui. Notre puissance est à l'échelle de la planète. Les êtres humains ont toujours saccagé la nature, c'est pas nouveau. Mais comme il n'y avait pas beaucoup d'êtres humains, c'était pas très grave. Ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on parle d'écologie? On parle pas, moi quand j'étais enfant, le mot écologie n'existait pas, environnement, on ne parlait pas de ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on en parle parce que depuis la fin de la dernière guerre, nous avons atteint des capacités d'influencer sur la planète qui sont devenues majeures. En peu de mots, nous avons maintenant près d'1 milliard de voitures qui émettent beaucoup de gaz carbonique, qui réchauffent la planète, les glaces fondent, c'est l'histoire que vous connaissez. Ça s'appelle la litanie en général, quand on commence à dire tout ce qui va pas, qu'est-ce qui va mal, etc., etc. Bon, c'est ça le problème. C'est que nous avons atteint la limite
que peut donner notre planète. Notre planète n'est pas infinie, il n'y a pas du poisson à l'infini, il n'y a pas des métaux à l'infini. Nous sommes tellement puissants que nous nous menaçons nous-mêmes. Et si vous voulez un exemple, voici ça, ça se passe au Brésil. Ça, c'est une image de la forêt brésilienne avant qu'on ait coupé les arbres. Et voyez ce qui reste. C'est typiquement les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous sommes trop puissants, nous voulons trop de profits immédiats, nous voulons faire beaucoup d'argent vite, 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 et nous ne nous intéressons pas au fait que la vie sur la Terre est menacée, qu'il faut la rendre durable. C'est-à-dire qu'il faut que nos enfants et nos petits-enfants trouvent des conditions aussi vivables que celles que nous avons aujourd'hui, et ça, c'est loin d'être évident. En moins d'un siècle, les humains ont tué plus de la moitié des animaux. Quand je dis que les êtres humains, c'est une espèce saccageuse, c'est bien le cas. Vous voyez, ça c'est la moins belle histoire. Nous sommes très puissants et nous utilisons notre puissance d'une façon qui nous met nous-mêmes en danger et qui fait que personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans, dans 50 ans. Ça pourrait être beaucoup mieux si on prend les décisions qu'il faut, ça pourrait être bien pire aussi. Voici comment est-ce qu'on tue la planète. Nous menons une guerre contre la nature. En fait, nous ne menons pas la guerre contre la nature, personne n'a envie de mener la guerre contre la nature. Mais en fait, quand on déverse comme ça des pesticides, vous voyez, c'est un avion qui déverse des pesticides, c'est une guerre contre la nature. C'est ça qui fait diminuer le nombre de vers de terre. C'est un élément très grave aujourd'hui, la diminution des vers de terre. Les vers de terre sont essentiels pour fertiliser les sols, pour les oxygéner. Sans vers de terre, la terre devient stérile. Et comme il y a de plus en plus de monde sur la terre, on n'a pas intérêt à stériliser notre sol. Alors, on va demander maintenant, on va se dire, bon, c'est vrai, on est coincé, on va essayer de prendre conseil. On va prendre conseil du côté des animaux du passé, de la vie des animaux du passé. On va demander aux tortues. On va demander aux tortues, on va leur dire ceci. Les tortues, elles existent depuis 300 millions d'années. Elles ont traversé des quantités de catastrophes, de cataclysmes géologiques, minéralogiques, astronomiques. Elles ont toujours survécu. Nous, les tortues existent depuis, c'est 200 millions d'années. Nous avons quoi? 3 millions d'années, nous sommes déjà dans le collimateur de l'extinction. Donc on va dire aux tortues, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait pour vivre, pour être capable de rencontrer toutes ces difficultés pendant 200 millions d'années, alors que nous, depuis à peine 3 millions d'années, nous sommes déjà dans le collimateur de ce qu'on appelle la 6e extinction. Bien, la réponse des tortues et de tous les autres animaux, elle est simple. Elle dit ceci. Les animaux qui durent sur la planète, il y a beaucoup d'animaux qui sont apparus sur la Terre. Beaucoup ont disparu. C'est une longue histoire. C'est même une histoire un peu banale, on pourrait dire. C'est notre histoire, mais c'était l'histoire de plein d'autres espèces animales. Les animaux, les plantes, les vivants qui vivent, c'est ceux qui peuvent vivre en harmonie avec la nature. C'est ceux qui ne saccagent pas la planète. C'est ceux qui s'installent dans un comportement qui est durable, c'est-à-dire qui permet à la vie de durer et non pas de vider les océans de leurs poissons comme tout ce que nous faisons. C'est ça le message. Le message, c'est que les espèces vivantes qui durent sont celles qui s'intègrent dans un écosystème où elles prennent et elles donnent. Il s'établit une harmonie, ce que nous ne faisons pas du tout. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse qui a jamais existé sur la planète. Et notre comportement est loin d'être... Les êtres humains ont environ 3 millions d'années. Ils sont déjà dans le collimateur de la 6e extinction. C'est ça qu'il faut réaliser. Les espèces qui durent sont celles qui vivent en harmonie avec la nature. C'est-à-dire qu'ils ne saccagent pas leur planète, parce que nous sommes les premières victimes si nous saccageons notre planète, qui apprennent à s'intégrer dans leur écosystème. Et cela repose la question, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Elle est un cadeau empoisonné quand elle saccage son environnement, c'est évident.
On pourrait dire qu'il aurait mieux valu naître des tortues que des êtres humains, dans un certain sens. Il faut revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Eh bien, maintenant, on va faire un je ne sais pas si j'ai encore du temps. Est-ce que j'ai débordé? Non? Ça va? Alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle un scénario catastrophe. C'est toujours intéressant de faire des scénarios catastrophes parce que ça nous en apprend sur ce qui peut se passer. Imaginons que le jour de M. Stanislas Petrov, l'humanité est disparue. On pourrait dire, oui, c'est grave, mais est-ce que ce n'est pas une simple anecdote? C'est arrivé déjà des millions de fois que des espèces qui n'ont pas su s'intégrer ont disparu, une de plus, une de moins. Quelqu'un pourrait dire, bon, vous faites beaucoup d'histoires, pour pas grand-chose, évidemment, pour nous, ce serait autre chose, mais vu de Sirius, vu de loin, je voudrais développer l'idée que non, ce n'est pas une simple anecdote, parce que les humains ont apporté sur la Terre des choses qu'aucune autre espèce n'a apportées, et que vraisemblablement aucune autre espèce n'apporterait à l'avenir. Qu'est-ce que nous avons apporté de très précieux sur la Terre qu'aucune autre espèce n'a apporté et qui disparaîtrait avec nous si nous devions disparaître? Simple anecdote. Eh bien, voilà, il y en a trois. Le premier, c'est l'art, c'est la culture, c'est la jeune fille à la perle, c'est Mozart, c'est tout l'art, la musique, la peinture, tout cela, il n'y a que nous qui avons fait des choses comme cela. On ne connaît aucune espèce animale qui ait jamais réussi à faire des cantates de Bach, par exemple, ou d'autres musiques. Vous pensez bien que si nous disparaissons, les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Qu'est-ce que je veux dire? Stradivarius, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est les meilleurs violons. Les meilleurs violons maintenant que l'on conserve avec énormément de soin. S'il n'y a plus personne, évidemment, les termites ne vont pas en faire une histoire, vont les faire disparaître. Donc la première chose que nous avons apportée et que nous sommes les seuls à pouvoir apporter, c'est l'art. La deuxième, c'est la science, évidemment. Nous sommes les seuls à avoir compris les lois de la nature, les lois de la physique. Nous sommes les seuls à avoir découvert, bâti des télescopes qui permettent de voir des astres que personne n'a jamais pu voir à l'œil nu. Ça, c'est un apport majeur de l'humanité. Et les radiotélescopes que vous avez vus, comme ceux-ci, rouilleraient évidemment sans histoire. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, l'art, la science. La troisième, je vais vous raconter une petite histoire. Voici un nid d'oiseaux, et dans ce nid, il y a 4 petits oisillons. 2 sont malades, 2 sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent, s'occupent des oiseaux en santé et laissent mourir les oiseaux malades. Ça, ce sont des faits. Pourquoi? Comment les biologistes expliquent-ils que le fait que les parents oiseaux laissent mourir les oiseaux malades? Bien parce que les oiseaux malades, ils ont probablement des gènes qui sont avariés, et donc pour l'avenir de la lignée, il vaut mieux favoriser les oiseaux en santé, ce qui paraît raisonnable. Donc on va nourrir les oiseaux en santé. S'il n'y a pas assez de nourriture, on ne nourrira pas les oiseaux malades. Voilà une famille humaine maintenant. Il y a 2 enfants. Il y a un enfant malade, un enfant en santé. Les parents s'occupent de l'enfant malade quelquefois plus que de l'enfant en santé. Ce qui n'est pas raisonnable du point de vue de la génétique pour l'avenir de la lignée. Pourquoi? Parce que dans l'évolution humaine est apparu un élément qu'on appelle la compassion et qui fait que nous souffrons de voir les autres souffrir. Personne ne peut regarder indifféremment quelqu'un qui souffre. Il va faire ce qu'il peut pour l'aider. C'est ce qui est à l'origine de la Croix-Rouge, de l'Amnesty International, de toute la médecine, c'est que des gens se mettent à s'intéresser aux gens qui souffrent. Donc, c'est l'élément, la compassion, qui est le troisième, et qui fait que, par exemple, quand un lion voit une gazelle malade, c'est pas pour la soigner. Voilà, 3 éléments fondamentaux que nous avons apportés. L'art, la science et la compassion,
qui font que notre espèce humaine, qui a fait des tas de bêtises et qui en fait encore beaucoup, mais au moins a le mérite d'avoir développé ces 3 éléments qui font que ça vaut la peine d'essayer de faire quelque chose pour l'empêcher de disparaître. Voilà, la Croix-Rouge, Amnesty International, médecine. Alors maintenant, je voudrais vous parler, je vais terminer là-dessus, de ce qui s'appelle le réveil vert. Depuis toujours, les humains, des humains, ont déploré le comportement de leurs collègues. Pythagore disait, par exemple, était horrifié de voir comment on maltraitait les animaux domestiques à son époque, comme on le fait encore maintenant, on le sait bien. Mais le moment où quelqu'un, non content de déplorer, a décidé de faire quelque chose, d'agir pour essayer de sauver les animaux et aussi les humains, c'est probablement ce monsieur, je crois que c'est un héros de l'humanité, il est peu connu, il s'appelle John Muir. Il est en Californie, c'est celui qui fait les premiers parcs animaliers de la planète, Yellowstone, Yosemite, et il va à Washington, il obtient des législations, et ces deux-là, c'est le début, ça se passe en 1875, c'est pas 9-9, mais ça prend de l'ampleur depuis. Ce qu'on appelle le réveil vert, c'est précisément tous ces éléments, les premières associations pour la préservation de la nature, les législations, tout ça, ça a un peu plus d'un siècle. Mais c'est en marche et ça va de plus en plus vite. Et j'importe pour le dire parce que c'est important de savoir que l'humanité est en train de se réveiller et de faire des choses justement dans le sens de préserver sa propre existence face à tous ces dangers. Et une des personnes qui a joué le rôle le plus important, c'est cette dame, Rachel Carlson. Ça se passe en 1960. À cette période, moi j'étais aux États-Unis, on versait du DDT partout où il y avait des moustiques. Le DDT, c'est un poison, ça tue les oiseaux. Elle a écrit ce livre qui s'appelle Silent Spring, c'est-à-dire le message c'était, si vous continuez à verser du DDT, le printemps sera silencieux, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'oiseaux pour chanter. Donc elle est allée voir Kennedy, elle a obtenu de Kennedy qu'il fasse une loi pour interdire le DDT. C'est le commencement de tout ce qu'on apprend sur le contrôle des pesticides et tout ça. De la même façon, le commandant Cousteau a joué un rôle important. À cette période, l'agence atomique française déversait des eaux légèrement radioactives dans l'océan. Et c'est lui qui a obtenu, qui a insisté, qui a obtenu qu'on interdise le rejet de matériel dans l'océan, que l'océan, c'était pas une poubelle. En fait, ça continue, bien sûr, mais il a joué un rôle important. Moi, je suis un président d'une association qui s'appelle Humanité et Biodiversité. Et justement, notre rôle, c'est d'essayer d'intégrer les activités humaines dans la nature. Un de nos combats le plus important, c'est contre les pesticides, parce que les pesticides, maintenant, font des ravages absolument extraordinaires. Et c'est un mouvement, donc, sur lequel vous êtes invités. Je veux dire, quand les gens me demandent si ça va mal, si ça va mieux, ou comment ça se passe, moi, j'observe la situation depuis à peu près 50 ans, et je vois deux choses opposées. La détérioration se poursuit rapidement. On émet de plus en plus de gaz carbonique, on réchauffe de plus en plus la planète, on pollue les océans, mais en même temps, la restauration, c'est-à-dire les efforts pour réagir, prennent une ampleur de plus en plus importante, de plus en plus de mouvements de villes, des mairies ont pris des démarches très positives pour le compostage, pour tout ça. Donc, je crois qu'on peut, si on devait résumer la situation, disant nous sommes dans un grand combat entre deux forces titanesques qui prennent toutes les deux de la puissance, la détérioration et la restauration. C'est pas une situation foutue, les gens me demandent si c'est foutu, je dis, c'est pas foutu, il y a un avenir, on le voit se dessiner de plus en plus par tous les efforts qui se font dans le monde entier. Et il faut avoir une attitude positive, une attitude militante. C'est-à-dire on ne peut pas se considérer cela comme un combat académique, puisqu'il s'agit de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Donc, mon message, c'est ça, c'est que l'écologie a une double responsabilité. Il doit
dire la vérité. Si vous dites des mensonges, vous peut-être perdre conscience, mais il faut préserver l'espoir. Il faut montrer, mettre en évidence. Et un des événements les plus importants de ces dernières années s'est passé à Paris en 1915, après la COP 21, pour l'écologie, dans lequel 194 pays se sont mis d'accord sur un point. Ça, c'est une des premières historiques que l'humanité est d'accord. 194 pays se mettent d'accord. C'est un grand événement, c'est un événement majeur. Et se sont mis d'accord sur quoi? C'est que nous sommes en danger. Hein? Que ce danger, il y en a plusieurs, mais c'était surtout autour du réchauffement climatique. Que le réchauffement climatique tel qu'il se présente aujourd'hui risque de nous mener dans des situations ingérables. Si nous augmentons la température de 4 à 5 degrés, la vie va devenir invivable sur la Terre. C'est déjà le cas, par exemple, dans les Antilles ou dans tous les lieux où il y a ces ouragans qui sont plus puissants que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Il y a une unanimité sur cette opinion. L'humanité est en danger, le réchauffement climatique. Ça, c'est un événement historique, je pense. Et ça, il faut le dire, il faut le savoir, parce qu'il faut éviter le danger de la morosité. Un danger qui est très présent aujourd'hui, c'est « Ah, c'est foutu, il n'y a rien à faire, il faut tirer son épingle du jeu, il n'y a rien. » Non, c'est pas foutu, il faut agir, ça va demander beaucoup d'action, ça va demander beaucoup de vigilance, mais ça, c'est en marche et il y a peut-être, j'espère, un avenir pour l'humanité. Voilà. Merci. Cher Hubert, avant de passer aux questions et réponses, je trouve quand même très très modeste. Vous êtes président de l'association Humanité et Biodiversité, mais vous ne nous parlez pas de vos réussites, de votre action. Et par exemple, j'en citerai une seule, vous êtes parvenu à faire cesser la création d'une mine d'or. Il était question de cyanure et de mercure quand même en Guyane. Oui. Quelles ont été vos victoires? C'est à peu près à ce niveau. Alors, notre élément le plus important, c'est ce qu'on appelle les oasis nature. Les oasis nature, c'est chacun d'entre vous qui a un petit bout de terrain, que ce soit un balcon, peut décider de se joindre à nous. C'est une espèce de club, les oasis nature, dans lequel vous vous engagez à ce que dans votre terrain à vous, on va préserver la nature. Il n'y aura pas de pesticides, il n'y aura pas de chasse si c'est un grand terrain, sauf des chasses de régulation, bien sûr. Il y aura chacun d'entre vous, nous, par exemple, on voit les dégâts en Amazonie. On ne peut rien contre. Si on dit, moi je vais m'opposer à l'Amazonie, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Mais chacun qui a un coin de terrain peut, et avec la loi, décider que chez lui, on va préserver la nature. Beaucoup d'écoles, par exemple, où les enfants, par exemple, je me souviens d'écoles qui étaient près d'un dépotoir, où les enfants ont décidé de transformer le dépotoir en faire un jardin potager, faire des fêtes, des repas. Il faut s'engager dans des actions concrètes comme ceci. Et l'Oasis Nature, alors si vous regardez sur Internet à mon nom, ou au nom Humanité ou Biodiversité, vous allez voir que vous êtes invité à vous joindre à nous. Il y a un petit journal où les gens s'échangent des renseignements dans cette idée de dire, si moi je ne peux pas faire des choses énormes, je peux faire des choses locales, je peux décider que chez moi, la vie va être préservée, que ce soit comme une espèce de règle de nature, si on veut. Ça, c'est notre principale activité. Ensuite, on a fait, par exemple, il y avait par exemple au Maroc, tiens, voilà une autre histoire, un jeune écologiste du Maroc nous envoie une information disant que le Club Méditerranée est en train de préparer une base de vacances sur une presqu'île, et sur cette presqu'île vit un type d'oiseau qui s'appelle un type d'oiseau qui est presque éliminé, presque disparu.
Et ce jeune homme nous dit, il est évident que si ils bâtissent cette base, l'oiseau va disparaître. Eh bien, il a suffi de le faire inviter à France Inter, qui est écouté jusqu'au Maroc, pour que cette information soit donnée, pour que le club Méditerranée dise non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous voyez, très souvent, il suffit de faire savoir des choses inavouables pour que ces choses ne se produisent pas, parce que les gens sont prêts à faire des choses inavouables si personne ne le sait, mais si ça devient public, c'est pas très bon. Vous voyez, il y a beaucoup d'instruments comme ça, d'activités de ce genre, qui sont de faire connaître la réalité et révéler les petits secrets qui... Alors cette base ne s'est pas faite justement pour ça. Voilà un exemple d'activité. Avant de passer aux questions-réponses, j'invite massivement les gens à adhérer à l'association de notre cher professeur Reeves pour apporter sa petite pierre à l'édifice. Merci par avance. Alors les formulaires sont à la disposition du public. Vous pouvez aussi faire des commentaires, vous n'êtes pas obligé de trouver une question. C'est intéressant si quelqu'un n'est pas d'accord ou a des choses à dire, c'est bien qu'on fasse une sorte de forum pour que tout le monde puisse s'exprimer. Eh bien, je peux vous fournir des kilos de vers de terre de toutes les tailles. Ah bon, très Voilà. bien. Très bien. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de faire une association pour défendre les droits de la nature et tout cela? Oui, c'est pas moi qui l'ai fait. Cette association existe depuis 1976. C'était Théodore Monod, qui est un humaniste, qui avait fondé cette association. Et quand il est mort, on m'a demandé si je voulais prendre la présidence parce qu'il voulait avoir quelqu'un de connu. Et donc, comme j'étais déjà impliqué dans... Mais que je voulais en faire plus. J'étais content qu'on m'ait invité parce que je cherchais un moyen de faire plus pour cette cause. Voilà. Bonjour. Quelle est votre plus grande réussite d'après vous? Ah, c'est probablement cette histoire de... C'est pas terminé. Cette histoire de la Guyane. Il y a un problème très grave. La Guyane, comme vous savez, c'est un département français. Et en principe, les citoyens de Guyane, ce qu'on appelle les autochtones, ont les mêmes droits que les droits français. Donc on a essayé de rappeler au gouvernement, j'étais chez Sarkozy, j'avais rencontré Sarkozy, pour lui dire qu'il ne pouvait pas laisser s'installer en Guyane des mines d'or qui déversaient du cyanure et du mercure qui polluent les... On lui a fait remarquer que si quelqu'un avait essayé de faire une mine comme ça en France, ça aurait été la révolution. Mais les autochtones, c'est un peu loin, vous voyez, il y a tout ce côté un peu raciste. Il lui a rappelé que si la France a des droits en Guyane, elle a aussi des devoirs. Et ces devoirs, c'est aussi de considérer que les Guyanais sont des êtres humains comme les Français. Bonjour. Avez-vous trouvé pensez-vous qu'il y a une autre présence de vie dans le système solaire? Pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il y ait de la vie. À peu près tout ce qu'on a fouillé, on n'a rien trouvé. Mais il y a depuis quelque temps un petit satellite de la planète Saturne qui s'appelle Encelade et qui, on le sait maintenant, a des geysers très puissants. Il y a des geysers, ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide. On a des raisons de penser que c'est de l'eau salée. Donc ce sont des lieux où on va essayer d'aller se poser pour essayer de voir s'il y a quelque chose. Mais on n'a aucune preuve, mais il y a des endroits qu'on n'a pas encore fouillés. Des gens parlent aussi que sur Vénus, il y aurait pu dans un passé lointain. On ne sait pas. Mais la réponse nette, c'est qu'on ne sait absolument pas si nous sommes seuls dans l'univers. Nous n'avons aucune information qui nous permette de dire qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre. On sait qu'il y a de la vie sur la Terre, évidemment. On pense bien, on a l'opinion qu'il devrait bien, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire devrait bien? C'est une question. On n'a pas de réponse.
Bonjour. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si la Terre, elle mourait? La Terre, elle va mourir. Elle va mourir quand le Soleil va mourir. Le sort de la Terre est lié à celui du Soleil. La Terre peut vivre encore comme le Soleil 5 milliards d'années. À cette époque, le Soleil va grossir, va devenir rouge, va devenir ce qu'on appelle une géante rouge, et la température à la surface de la Terre va monter, alors beaucoup plus sérieusement que ce dont on parle maintenant, ça va augmenter alors là, vraiment pour vaporiser les océans. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'avenir de la Terre, lui, semble bien prévisible, encore qu'en science, on n'est jamais certain. Voilà. Bonjour, à votre avis, que se passerait-il s'il n'y avait plus d'étoiles? Alors, s'il n'y avait plus d'étoiles, les étoiles, comme je vous ai dit, fabriquent les atomes. C'est leur principal rôle dans l'univers. Tous les atomes, sauf l'hydrogène, tous les autres atomes comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le plomb, l'or, le mercure, tous ces atomes ont été fabriqués par les étoiles. Si les étoiles disparaissent, il n'y aura plus de nouveaux atomes qui vont être fabriqués. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Bonjour, à votre avis, d'où viennent tous les atomes qui nous entourent? Tous les atomes qui nous entourent. Ces atomes viennent des étoiles. Toujours, ce sont les étoiles qui ont fabriqué. Il n'y avait pas d'atomes au début de l'univers. Les atomes ont été produits, fabriqués par les étoiles tout au long de la vie de l'univers. Quand et dans quelle région du monde le monde a vraiment commencé à être pollué? Sur la Terre. Sur la pollution des êtres humains, elle est confinée à la Terre. Elle ne va pas jusqu'aux planètes, jusqu'aux étoiles, etc. Et c'est vrai que la pollution augmente. Par exemple, la quantité de plastique dans les océans, c'est une chose qui nous inquiète beaucoup. Il y a des véritables, ce qu'on appelle des continents de plastique. Ça peut être des feuilles de plastique ou des filets de pêche. Il y en a tellement de plus en plus que ça devient vraiment une menace. Les poissons, les tortues mangent les filets, ils s'étouffent, les oiseaux, la même chose, ça devient une menace importante. Là, le plastique, c'est un peu comme l'intelligence au début, c'était très utile, c'est encore très utile, et on a mis du temps à se rendre compte que ce n'était pas si simple, qu'il y avait aussi quelque chose à craindre du fait que le plastique ne se désintègre pas. C'est justement pour ça. Qu'il ne se disparaît pas. Quand vous jetez un tube de pâte dentifrice à la mer, il est là pour longtemps. Bonjour, j'aimerais poser... Je suis là. Oui. Bonjour, est-ce que c'est dur de faire astrophysicien? Alors, la première chose qu'il faut savoir, si vous pensez à votre carrière, vous avez raison, un jour on va vous demander qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand, il faut vous demander si vous aimez les mathématiques. Si vous aimez les mathématiques, il y a beaucoup de carrières scientifiques, il y a beaucoup de mathématiques. Si vous aimez, ça va très bien. Si vous n'aimez pas, ça dépend de chacun, son opinion là-dessus. Il y en a qui disent les mathématiques, moi je ne peux pas sentir ça. Alors c'est pas une bonne idée de devenir astrophysicien parce qu'il y a beaucoup de mathématiques à faire. Ça c'est la première chose importante pour devenir astrophysicien ou physicien ou n'importe quelle carrière scientifique. Il faut aimer faire des mathématiques comme un jeu, comme quand vous faites un jeu mobile. Et la deuxième chose, c'est savoir si vous êtes curieux. C'est-à-dire, est-ce que vous vous intéressez à la science? Est-ce que vous vous intéressez à la nature? Peut-être les animaux, ou les atomes, tout cela. Si vous êtes curieux, c'est très bien. Moi, c'était mon cas. J'ai toujours beaucoup aimé faire mon métier. J'ai toujours aimé les mathématiques et puis je suis curieux de nature. Donc, il faut savoir un peu vous connaître vous-même. Que vous vous mettez devant vous-même et vous vous dites, est-ce que j'aime les mathématiques? Est-ce que je suis prêt à faire des heures de mathématiques? Si c'est une corvée, ben, il y a autre chose, il y a d'autres moyens de gagner sa vie. Bonjour.
est-ce qu'il y a d'autres systèmes solaires que le nôtre? Oui, on en connaît déjà 3000. On a découvert les premiers systèmes solaires il n'y a pas longtemps, c'était en 1995, et maintenant on a des télescopes qui sont faits précisément pour détecter les systèmes solaires, les systèmes planétaires. Je devrais dire, système planétaire, ça veut dire comme le système solaire, une étoile au centre et plusieurs planètes autour. On connaît des systèmes planétaires qui ont jusqu'à 7 planètes, comme chez nous. Donc c'est un phénomène assez général dans l'univers. Ça, on le soupçonnait, mais on en a la preuve seulement depuis une trentaine d'années. Bonjour. Oui. Pendant combien de temps les étoiles vivent-ils? Alors, ça dépend. Les grosses étoiles vivent très peu. 10 millions d'années, c'est très peu à l'échelle astronomique. Les grosses étoiles vivent entre 3 et 10 millions d'années. Une étoile comme le Soleil, il peut vivre 10 milliards d'années. Plus les étoiles sont grosses, plus elles brillent, et plus elles brillent, plus elles épuisent rapidement leur carburant. Les étoiles meurent quand elles ont épuisé leur carburant. C'est comme des bougies. Ça dure aussi longtemps qu'il y a de quoi brûler, puis quand il n'y a plus qu'à brûler, ça s'éteint. Bonjour. Est-ce que les étoiles, quand elles meurent, est-ce que ça peut créer des trous noirs? Oui, les plus grosses étoiles font des trous noirs, effectivement. On en connaît plusieurs cas. Est-ce qu'il y a certaines particules qui sont créées par le Soleil qui vont à l'intérieur de notre système solaire? Oui, par exemple, le Soleil est en train de transformer l'hydrogène en hélium. Il fait de nouveaux atomes d'hélium, justement l'hélium qu'on met dans les ballons pour les faire monter. Et ça, ce sont ce que font les étoiles. Lève-toi. Encore une question? Allez, on va là-bas. Depuis combien de temps vous êtes connu? C'est difficile de répondre parce que j'ai été, quand j'étais plus jeune, j'étais moins connu. Mais je ne peux pas donner une date, c'est venu progressivement. Il n'y a pas une date que je pourrais fixer. Des années, disons, des décennies. Vous avez étudié énormément l'expansion de l'espace, donc le fait que les choses s'éloignent. Oui. Et inversement, avec le temps, tout votre esprit va à unifier les choses de la vie et les gens pour faire prendre conscience qu'on ne forme qu'un, en quelque sorte. Oui, ça c'est vrai. Sur les deux plans, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Donc là, effectivement, c'est important aujourd'hui de se concentrer sur l'avenir de l'humanité. Les étoiles, elles sont là depuis longtemps et elles seront là encore longtemps, elles n'ont pas besoin de nous. Les deux sont essentiels. Voilà. Et donc aujourd'hui, le problème réel, c'est comment sera cette planète dans 50 ans. Personne ne le sait. Ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être bien pire. Tout dépend des décisions qui sont prises maintenant. C'est ça que j'essaie de mettre en évidence. Je peux me permettre une dernière question ou pas? Oui, une dernière des dernières. Vous avez parlé de la naissance de la matière en gros dans les étoiles. Mais la matière, on va dire connue, habituelle, c'est qu'une très faible masse dans l'univers. Et donc, est-ce que vous avez une idée, une théorie sur d'où viendrait la matière sombre qui représente une grande quantité dans l'univers? Oui, ça c'est un des grands problèmes présents de l'astronomie. On ne connaît la nature que de 5% de la matière. 95% de la matière cosmique, on sait qu'elle est là, mais sa nature nous est inconnue. On sait qu'elle n'est pas comme nous, faite d'atomes de carbone, d'azote, d'oxygène. On ne sait absolument pas de quoi elle est faite. C'est un des principaux puzzles de la science contemporaine. Eh bien, avec mes remerciements pour votre attention. Au triomphe.